qui exerce dans une plateforme assez proche de celle qui a été présentée en fin de matinée, je crois, voilà, dont je renonce à donner le nom parce que j'ai essayé 2 fois et c'était pour moi un peu laborieux. Et donc, vous allez dans un premier temps nous présenter votre établissement, les différents dispositifs de prise en charge en matière d'insertion professionnelle et puis là aussi partager votre expérience concernant la prise en charge des jeunes et des jeunes adultes, voilà, en lien avec la thématique d'aujourd'hui qui est liée à la question de la prise en charge précoce et des situations d'illettrisme. Voilà, donc je vous laisse prendre la parole. On va essayer de... Vous avez une présentation à peu près de demi-heure, mais prévoir un temps d'échange au cours de la présentation, ça rendra les choses plus vivantes. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravi d'être là pour parler de l'ESRP de Soisy ici aujourd'hui à cette journée-là. Donc le but un petit peu aujourd'hui, c'est de resituer un peu c'est quoi l'ESRP et nous, qu'est-ce qu'on a à proposer en particulier dans l'accompagnement des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Parce que ça a été un des axes de travail de l'ESRP de Soisy pour compléter un peu l'offre de formation qui existe déjà sur le territoire, mais qui n'avait pas forcément de dispositif spécifique. Donc le but, là, vraiment, c'est d'être dans l'insertion professionnelle. On va assez rapidement le voir avec, du coup, les établissements et services de réadaptation professionnelle dont on vous a parlé et dont, du coup, j'appartiens. Et c'est des formations dans ce type d'établissement dont on va parler maintenant. Globalement, pour résumer, schématiser, c'est des formations avec un accompagnement médico-psychosocial et insertion. Donc c'est l'équipe dans laquelle je fais partie en tant que neuropsychologue là-bas, psychologue spécialisé en neuropsychologie, comme vous avez eu la présentation de la pose du diagnostic de troubles de l'attention. Et donc cet accompagnement-là, il vient compléter une formation. Et donc à l'ESRP de Soisy, on a différents types de formations, des formations qualifiantes, on a des bacs pro, des titres professionnels, on a aussi des formations préparatoires. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais dans tous les cas, pour n'importe quel type de formation dans le SRP, les personnes accompagnées peuvent bénéficier d'accompagnement médico-psychosocial et insertion. Donc on a, pour situer un peu l'équipe pluridisciplinaire qui va accompagner les personnes en formation, on a un médecin 1 fois par semaine, une infirmière, une éducatrice spécialisée, une chargée d'action sociale et d'hébergement, une ergothérapeute, une psychologue clinicienne et du coup un neuropsychologue moi-même. Donc je trouvais ça intéressant, même si on en a déjà échangé, discuté ce matin, de resituer un petit peu où sont les ESRP dans tout ça. Et où sont les ESRP dans les acteurs qui vont être impliqués dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais globalement ça résume un petit peu le nombre d'acteurs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc déjà, si on prend un peu les structures tout en haut, on va retrouver les UROS, qui vont être des structures qui vont accueillir des personnes cérébro-lésées, qui peuvent aussi accueillir de plus en plus de personnes qui vont avoir des troubles neurodéveloppementaux. Mais on est sur un entre-deux entre le volet soins et le volet insertion professionnelle. C'est vraiment une passerelle, parfois nécessaire pour les personnes, et vous allez voir Odyssée, ça va fonctionner aussi un petit peu comme ça. Mais on est déjà et surtout sur un volet soins. Les IME, IMPRO, ITEP, REA, c'est de l'éducation sur le volet apprentissage, de l'école adaptée, on pourrait résumer. Et tout ce qui va être SAVI, CESAD et SAMSA, SAVS, c'est des accompagnements de la vie quotidienne pour développer l'autonomie. Donc tout ça, ça dépend des notifications MDPH, donc ça redépend d'un déroulé, d'un processus de la MDPH, mais ça va être en complément et avant un petit peu le travail que nous on va faire. Nous, on va vraiment être dans un objectif de approcher la personne au maximum de l'emploi via nos accompagnements qu'on a à proposer. Donc c'est pour ça aussi qu'on va travailler en parallèle un petit peu avec les associations qui vont pouvoir nous orienter des personnes, parce que les ESRP ne sont pas des établissements très connus. Globalement, c'est peut-être la première fois que vous avez entendu ce nom-là aujourd'hui, ça ne serait pas étonnant. Et il y a très peu de communication autour de ce type d'établissement, donc ce qui fait que c'est assez inconnu et méconnu. Pour autant, ça peut répondre à des besoins. Et on va travailler aussi en parallèle avec tout ce qui va être mission locale, France Travail et l'emploi accompagné, qui là, eux, vont proposer de l'insertion professionnelle, mais sans un volet forcément élaboration de projet ni formation. Alors que nous, ça va être un petit peu notre champ d'action.
à la fois de l'insertion professionnelle, mais avant tout de l'élaboration de projets et de la formation pour pouvoir ensuite s'insérer professionnellement. Et donc en parallèle aussi des associations, des personnes qui peuvent nous connaître et nous orienter du monde. Ça va être tout ce qui va être CMP et les ESAT, pour lesquels la MDPH l'a rappelé, il peut y avoir des ponts dans les deux sens. Nous, on peut aussi préconiser une orientation ESAT, mais les travailleurs ESAT peuvent aussi basculer sur une orientation en ESRP pour retravailler un projet s'ils estiment que le milieu ordinaire sera accessible. Donc le but final, c'est l'insertion professionnelle. Donc, pour tous ceux qui seraient éloignés de l'insertion professionnelle ou qui n'auraient pas la volonté tout de suite de travailler, ça ne va pas forcément être l'accompagnement qui va leur correspondre le plus. Et ça, c'est relativement important parce que parfois, en pré-accueil, quand on va recevoir un jeune, très souvent, on se rend compte que c'est les parents qui les ont un peu poussés à venir dans nos bureaux. Et finalement, le jeune, il n'est pas très motivé à aller travailler, donc on va lui proposer quelque chose qui ne va pas forcément lui correspondre. Donc le but, vraiment, c'est d'avoir un projet énorme. Donc maintenant, on va passer sur un des dispositifs qui est présent à l'ESRP, le dispositif Odyssée. Cette plateforme d'accompagnement d'un public porteur de 10 vers une formation ou une insertion professionnelle adaptée. Le but, là, est vraiment d'accueillir une typologie de personnes qui va avoir des troubles du neurodéveloppement pour pouvoir proposer un accompagnement spécifique. Et donc, on va voir un petit peu les critères ensuite d'entrée sur ce type de dispositif. Donc, c'est un dispositif qui est porté, en tout cas à l'ESRP de Soisy, par... il va falloir que je défile plus vite. Qui est porté par le neuropsychologue, qui est référent et je vais être un peu le premier contact, référent sur la structure et même en dehors, après pour faire du lien avec les partenaires, qui sont très importants. Donc, pour qui ça correspond ? Ça va correspondre pour des personnes qui ont des troubles 10 et ou des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va potentiellement exclure quelques comorbidités, surtout si les comorbidités sont trop impactantes et que c'est finalement pas les troubles 10 qui vont limiter et être des freins à l'insertion professionnelle, mais les comorbidités. Je pense surtout aux comorbidités psychologiques. À partir de 16 ans, l'idée c'est d'avoir une RQTH et une orientation de la MDPH avec l'intitulé de la formation. C'est important du coup de bien avoir l'intitulé de la formation et pas d'avoir une formation à Soisy sans l'intitulé. Donc d'avoir déjà ciblé quelle formation la personne souhaite réaliser. La MDPH aussi va, elle, dans son évaluation, comme elle vous a expliqué ce matin, orienter quand il y a une pertinence dans nos types de dispositifs. Et donc c'est pour ça aussi que très souvent on peut recevoir des personnes qui ne connaissent pas le dispositif mais qui ont été orientées chez nous directement par la MDPH. Avec un degré d'autonomie suffisant, nous on va directement attendre qu'il y ait déjà la possibilité de se déplacer chez nous pour la personne, parce que ça va être des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler dès le début. Donc au moins le trajet maison et ESRP qui soit possible, donc un trajet routinier, et la personne puisse s'alimenter et être autonome sur la structure. Globalement, on n'est pas un accompagnement, on est un accompagnement de jour, et passé 17h30, on ne peut plus, hormis astreinte, mais dans cas exceptionnels, on ne peut plus échanger avec nous. Donc ça va être vraiment pas des besoins type IME avec un besoin d'internat ou besoin de soins global, et on se suffirait à tout ça. Pourquoi faire ? Et quand, par exemple, j'ai un projet, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir le réaliser, ou les partenaires qui m'accompagnent ont des incertitudes. Assez fréquemment, on peut échanger avec des conseillers Cap Emploi, France Travail, les référents handicap, qui accompagnent une personne qui a un projet, mais sur lesquels eux se posent la question de si le projet est plus pertinent. Et dans ces cas-là, ça peut être une personne qui va être orientée chez nous pour aller vérifier la faisabilité du projet. Les MDPH peuvent aussi avoir ces doutes-là, et donc dans le cas où il y aurait un trouble 10 ou trouble de l'attention avec son hyperactivité, nous solliciter pour aller s'assurer que le projet il est viable, il est faisable. Un petit peu comme on pourrait le faire en préorientation, travailler un projet professionnel, et là il y aurait déjà le projet, mais on va travailler sur sa faisabilité. On peut aussi venir sans projet. L'idée
l'idée, c'est vraiment de démarrer la dynamique d'élaboration de projet. Donc, je n'ai pas de projet, je suis porteur de troubles, c'est un frein dans mon insertion professionnelle, je peux bénéficier de ce dispositif-là. Et donc, comment ça se déroule un petit peu globalement? Là, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail comme on a pu le faire tout à l'heure avec des exemples précis, mais déjà de voir un petit peu la temporalité. 12 semaines, c'est relativement court, mais aussi assez long, et pour que nous, on repère dans quelle phase est la personne et qu'on puisse l'accompagner de manière individualisée et pas avancer à notre rythme, mais d'avancer au rythme avec la personne. On a délimité des phases, dont la première est surtout l'accueil et que la personne puisse se familiariser avec notre environnement. Globalement, l'adaptation à l'environnement, surtout dans certaines pathologies, c'est ce qui va être difficile. Et donc c'est pour ça aussi qu'on laisse le temps à la personne de s'adapter à l'environnement, de s'adapter aux horaires, de s'adapter à la durée des journées, surtout dans le cadre où il y aurait eu une rupture de parcours importante et la reprise peut être assez violente. Reprendre un rythme de 9h à 16h30 tous les jours, quand ça fait 2-3 ans qu'on ne s'est pas levé le matin, c'est assez violent. Et ensuite, on commence à parler de soi. C'est très important de maîtriser ce dont on a envie de mettre en avant dès les premières impressions dans notre insertion professionnelle, dans l'entretien, et de connaître nos forces et aussi nos difficultés. Handicap, mais aussi au-delà. L'idée, c'est pas forcément de tout de suite aborder sur quelle va être l'incidence de l'handicap dans un premier temps, mais déjà de qu'est-ce que la personne aime faire, dans quel point elle arrive à mener des activités et à s'insérer déjà socialement. Est-ce qu'elle a un environnement social assez riche ou pas? Tout ça, on va questionner, et ensuite, c'est l'équipe pluridisciplinaire qui pourra accompagner s'il y a des besoins. Ensuite, on va commencer à aborder le projet et aborder la méthodologie d'enquête métier, de se renseigner sur un projet. Et tout ça, c'est beaucoup porté par la chargée d'insertion. Moi, je ne vais pas forcément intervenir dans les débuts de l'élaboration de projet. Ce n'est pas mon métier. Le but, c'est vraiment que l'équipe pluridisciplinaire, chargée d'insertion, formateur en insertion professionnelle, puisse apporter des outils d'aide à l'élaboration de projet et s'adapter aussi aux difficultés du public qu'on va accompagner. Ensuite, on va assez rapidement être dans une phase de réaliser. C'est là où on va aussi, en parallèle, avoir fait des outils que je vais vous présenter tout à l'heure, notamment le bilan cognitif, pour valider potentiellement des pistes métiers, encourager la personne à persévérer dans certains domaines parce qu'on estime que c'est pertinent, ou à l'inverse, non pas la décourager, mais expliquer pourquoi nous on voit des freins dans certains domaines. Par exemple, assez fréquemment, on peut rencontrer des personnes qui ont des difficultés de compréhension et qui veulent faire des métiers type serveur ou des métiers d'accueil pour lesquels il va falloir comprendre assez rapidement c'est quoi l'objectif de la personne, pourquoi elle nous pose une question et comment on va la réorienter. Donc tout ça, on va commencer à poser les freins avec la personne et en échanger, en discuter. Et donc tout ça, c'est vraiment le processus aussi de construction du projet pour arriver à la fin à une immersion ou une mise en situation professionnelle. C'est important que la personne, dans ces 12 semaines, ou après avec un relais partenaire, puisse se confronter aussi au métier dont elle a imaginé et qu'elle puisse se faire une idée plus concrète de ce qu'on a pu se faire avant en échangeant, en discutant autour du métier. Par exemple, typiquement sur les phases d'accueil et les personnes qui souhaitent faire de l'accueil, dès lors qu'on peut avoir, nous, dans notre activité, un salon ou autre, on pourrait accompagner la personne pour justement guider un peu le public qu'on va recevoir. Et tout ça, c'est une mise en situation professionnelle utile. Ou déboucher directement sur un stage avec un employeur sur lequel on préparait la personne, l'habilité et la capacité à avoir un stage. Donc déjà, c'est assez intéressant pour ensuite l'insertion professionnelle d'avoir ces capacités-là, de faire un CV, une lettre de motivation, de parler de soi dans un entretien et de motiver son choix à faire ce stage-là. Et tout ça pour vérifier aussi si l'idée qu'on s'est fait du métier pendant ces 12 semaines, elle correspond bien à ce que j'ai envie de faire derrière. Donc, les outils qui vont être disponibles pour, selon les besoins, travailler autour de ces thématiques-là et autour de l'insertion professionnelle, ça va être un travail autour de la gestion du stress, des propositions d'exercices de remédiation cognitive assez centrés sur l'insertion professionnelle. J'ai du mal à planifier mes recherches, ok. Là, on ne va pas prendre des recherches de manière globale et générale, on va prendre les recherches d'un stage. Quelles sont les étapes? Comment j'organise mes recherches? Comment je vais construire un outil qui va me permettre de savoir que j'ai été
postuler à tel endroit, que je n'ai pas eu de réponse à cet endroit-là, qu'il va falloir que je fasse une relance. Tout ça, ça va être centré sur les besoins de la personne directement. Une évaluation des fonctions cognitives, des fonctions du cerveau, ça forcément, c'est le plus qu'on peut apporter. Et c'est pour ça aussi que les personnes qui n'auraient pas de diagnostic ou un diagnostic assez anciens peuvent bénéficier de cet accompagnement-là tant qu'il y a des arguments comme quoi il y aurait une forte suspicion d'un trouble du neurodéveloppement. Je prends un exemple, une personne qui a été en échec dans sa scolarité face à ses écrits, mais qui n'a pas eu la chance de rencontrer d'orthophoniste et de pouvoir poser un diagnostic de trouble 10, mais que par exemple ça a été étayé par un autre bilan, un suivi psychomotricien, ergothérapeute, et bien là, on va pouvoir quand même accompagner la personne pour justement aussi reposer un peu quelles sont ses forces, quelles sont ses difficultés et comment on va réussir à lever les freins au service de l'insertion professionnelle. Est-ce qu'elle a acquis les outils? Dans ces cas-là, peut-être que les freins, ça va être juste de bien pouvoir parler de ses difficultés, de limiter le travail à l'écrit, mais de toujours axer sur l'ordinateur en emploi. On va être vraiment sur ce type de préconisation assez précise. Le matériel spécifique, ça peut être tout ce qui va être stylo-scanner, sur tout ce qui va être aussi réveil qui vont permettre de mettre des repères visio-spatiaux aussi sur le temps pour ajouter un maximum d'informations dans le repère du temps. On peut être aussi sur avec certains travail au niveau de l'expression orale, beaucoup les faire intervenir à l'oral, mais on reste dans des groupes de 4 à 6 personnes, donc c'est un accompagnement assez restreint, assez individualisé, qui permet vraiment de répondre aux besoins de chaque personne qu'on va accompagner, et donc de ne pas avoir un effet de nombre qui ne permettrait pas de mettre en place l'accompagnement spécifique. C'est pour ça aussi qu'on ne va pas forcément faire des groupes de dyslexie, loin de là, mais que le but c'est aussi que, de par la pérédance et nous, notre disponibilité quand on va être avec les personnes, on puisse adapter, proposer l'accompagnement dont ils ont besoin et avancer sur leur projet. Et on peut aussi se servir de techniques cognitivo-comportementales dont certains membres de l'équipe dans laquelle j'appartiens sont formés. Et donc des outils comme des balances décisionnelles ou la relaxation pourraient être assez bénéfiques dans le projet pour soit faire des choix, soit apprendre à gérer son stress. Donc si on résume un petit peu comment on peut entrer dans ce dispositif-là et à quoi il va servir, comment on peut y rentrer, il y a l'entretien de pré-accueil, qui fait partie des étapes indispensables avant d'entrer sur le dispositif. Il peut se faire avec la notification MDPH, donc la MDPH a déjà orienté sur notre structure, et dans ces cas-là, nous, c'est important pour nous vérifier la pertinence de l'accompagnement, mais surtout déjà apprendre à connaître la personne avant de faire entrer sur la structure, et pour pouvoir peut-être déjà mettre en place des accompagnements si c'est des accompagnements externes dont elle aurait besoin. Et puis ça répond un peu à nos missions en ESRP d'être capable de fournir des évaluations dans des cas de reconversion professionnelle par exemple, mais ça peut aussi se faire sans notification, et donc c'est là le cas où je ne sais pas où j'en suis dans mon projet, dans mon métier, je ne sais pas vers quel type de dispositif m'orienter, et donc on me sollicite pour potentiellement que ce soit un partenaire, que la personne directement parce qu'elle a appris, connu ce dispositif-là, et on va nous solliciter pour faire un entretien et vérifier la pertinence du dispositif, et ensuite pouvoir amorcer les démarches à la MDPH, pouvoir ajouter le dossier, le compte-rendu de l'entretien dans le bilan, et pouvoir créer potentiellement des arguments. Le but, c'est de vraiment vérifier l'intérêt et la pertinence. Nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à cette personne-là. Ensuite, une fois que la personne entre, c'est là où on va mettre en place le déroulé, où il y aura aussi des ateliers médico-psychosociaux et insertion qui vont être proposés pour explorer des thématiques comme la santé mentale, la santé cognitive, apprendre à apprendre, RQTH emploi, qui vont être des ateliers qui vont apporter différents regards et différents horizons à la personne dans son travail de projet. L'élaboration de projets avec les méthodes qui sont utilisées par la chargée d'insertion, telles que la DVP, des outils comme Parcoureo, qui vont être vraiment là pour essayer de faire émerger des métiers selon ce qui correspondrait le mieux à la personne, et des stages, et potentiellement l'outil du NV7. Le but
Et la finalité, c'est de pouvoir établir un plan concret. Quelles vont être les étapes qui vont permettre à la personne d'accéder à l'insertion professionnelle, déjà dans un premier temps. Quelles vont être les préconisations, recommandations de l'incidence de son handicap et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, que ce soit pour la formation avant de s'insérer professionnellement, mais aussi en emploi, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour que ça se passe au mieux. Tout ça, on va le résumer dans une synthèse qu'on va envoyer à la MDPH où il y aura soit une demande de poursuite de parcours en formation. Dans ces cas-là, on va poser aussi formation en ESRP ou en droit commun, parce que déjà, il n'y a pas toutes les formations qui sont disponibles en ESRP, mais aussi il y a des personnes pour qui ce n'est pas pertinent forcément d'aller spécifiquement en ESRP, et à l'inverse, d'autres pour qui il y a un gros besoin de mettre en place les aménagements. Et dans ces cas-là, si ce n'est pas une formation en ESRP, on estime que la faisabilité et la viabilité et la chance de réussir de la personne vont être diminuées. Dans ces cas-là, on va demander une formation en ESRP à la MDPH. Certaines personnes, dans leur projet, c'est une insertion directe vers l'emploi. Donc s'ils ont le niveau de qualification suffisant, on va valider le projet, faire un relais par exemple avec des collègues de France Travail pour pouvoir aider à l'insertion ou même commencer cette démarche de recherche de travail sur la fin du dispositif. On peut aussi questionner les AT pour les personnes pour lesquelles la formation serait difficile. Et là, c'est dans le cas un petit peu où on se rend compte, et c'était très bien rappelé ce matin, qu'un trouble 10, c'est pas une déficience intellectuelle, ça implique qu'il y ait une intelligence préservée, des capacités d'adaptation et de compensation préservées. Et assez fréquemment, on peut recevoir des personnes qui ont des troubles 10 ou qui ont des troubles non identifiés. J'ai du mal à comprendre, je suis ralenti, mais qui n'ont pas de diagnostic derrière. Et en échangeant, en travaillant avec eux, on se rend compte, à travers aussi les bilans et les évaluations fonctionnelles, on se rend compte que finalement, on est plus de l'ordre de la déficience intellectuelle. Et là, dans ces cas-là, l'insertion professionnelle, parfois, va devoir passer par un accompagnement. Et donc, les ESAT sont des endroits qui servent vraiment à démarrer une vie professionnelle, notamment pour les jeunes, mais tout en étant accompagnés dans celle-ci. Et on peut aussi faire des orientations vers le soin. Là, c'est dans le cas où, dans le parcours, et avec le soutien et l'apport de l'équipe pluridisciplinaire, on se rend compte qu'il y a des comorbidités assez fortes présentes qui ne permettent pas l'insertion professionnelle et le travail de projet tout de suite. Globalement, pour donner un exemple, sur le dernier parcours qu'on a eu, on s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui souffrait sûrement d'un trouble psychiatrique assez grave et qui devait être dans une phase très proche du déni psychotique, ce qui ne permettait pas du tout une insertion professionnelle et une mise en formation. C'était une personne qui avait des troubles 10, mais quand on faisait une évaluation cognitive, par exemple, elle faisait exprès de rater certaines épreuves. Donc on n'arrivait pas à comprendre quand est-ce qu'elle arrivait à mobiliser ses ressources, il y avait quelques fulgurances et elle était énormément parasitée par des symptômes proches de la paranoïa. Donc c'était très compliqué de parler du concret, d'avancer dans le projet professionnel, et là on se rend compte qu'il y a un besoin de faire une orientation vers le soin. Peut-être avant de parler du deuxième dispositif, il y a sans doute des questions sur Odyssée. Madame Odyssée, c'est spécifique au trouble 10 ou tout trouble du neurodéveloppement comme les TDAH par exemple? Troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité font partie du public qu'on reçoit, donc c'est possible aussi. Pour le TSA, du coup, c'est vraiment la slide juste après. En fait, sous un peu le même format, on a 12 semaines aussi d'accompagnement. Dans un but d'élaboration de projets professionnels, on a créé un dispositif qui est porté par une psychologue clinicienne pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Parce que les aménagements sont beaucoup plus différents, spécifiques, les besoins différents, et donc il n'y avait pas forcément de pertinence à qu'on leur propose le même parcours et les mêmes adaptations et la même pédagogie. Oui, ça dépend s'il y a des troubles associés, si c'est un trouble du spectre autistique sans DI, par exemple, ce qu'on a fait avant les Asperger, parce que parfois ils peuvent cumuler avec une dyspraxie et avoir besoin d'une équipe d'aménagement. Complètement, mais c'est là où l'avantage de travailler en équipe
pluridisciplinaire fait que dans tous les cas, moi je vais rester le neuropsychologue des personnes qu'on va accueillir en Iliade. Et en plus de ça, ils vont avoir, étant donné qu'ils ont un parcours assez proche avec les Odyssées, ils vont être fusionnés sur certains groupes et donc ils vont pouvoir bénéficier des mêmes interventions. C'est juste qu'ils vont avoir du coup un accompagnement plus spécifique centré sur leur trouble du spectre de l'autisme, sachant que je ne vais pas présenter en long et en large en travers ce dispositif-là, sinon j'aurais pas vraiment le temps de tout présenter, mais c'est sans déficience intellectuelle. Quel type de formation proposée sur les recherches, en fait, sur l'ESRP de manière globale? Alors, donc, du coup, on a le dispositif Odyssée et le dispositif Iliade qui vont être assimilés presque à des préorientations spécialisées sur un public. On va y avoir la prépa jeune et prépa polyvalente que je vais vous présenter tout à l'heure. Et après, on a un pôle tertiaire avec un bac pro Agora, mais qu'on va sûrement perdre cette année, et un titre pro employé accueil administratif. Un pôle bâtiment avec un bac pro technicien études du bâtiment et de la construction, option A et B, mais je ne me rappelle plus de l'intitulé des options. Un BTS études et économie de la construction et un titre professionnel de niveau 5 sur de la thermique, qui fait du lien avec le BTS aussi en complément. Et on a un pôle numérique avec le bac pro communication visuelle et une formation certifiante signalétique. et ça, c'est quel que soit l'âge, en fait. Ça, pour le coup, à partir du moment où le projet il est viable et que la MDPH va donner son accord pour cette formation, il n'y a pas de limite d'âge. Le dispositif Odyssée, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Ça peut aussi être un dispositif dans le cadre d'une reconversion professionnelle, peu importe l'âge. La restriction en termes du dispositif Odyssée, c'est la typologie de handicap, pas l'âge. Alors qu'à l'inverse, par exemple, dans la prépa jeune que je vais vous expliquer, la restriction, c'est l'âge, 16-25 ans, mais par contre, il n'y a pas de restriction en termes de handicap. C'est des jeunes en situation de handicap qui ont leur RQTH. Excusez-moi, c'est des dispositifs qui se retrouvent à l'échelle de la région de France ou c'est spécifique aux spécialistes? Alors, nous, là, on est sur le 91, on est à Soisy-sur-Seine, et malheureusement, je n'ai pas forcément connaissance de dispositifs spécifiques comme celui-ci ailleurs. Tant mieux. Mais après, je pense qu'il y a d'autres ESRP qui proposent des accompagnements similaires. En tous les cas, le but, c'est pas de se dire que c'est le seul, mais c'est vrai que pour tous ceux pour qui l'ESRP de Soisy-sur-Seine du coup serait loin, c'est à côté d'Evry, il y a aussi des hébergements qui sont possibles pour les adultes. C'est pas assez 18 ans, mais il y a des hébergements qui sont possibles associés à la formation. Et après, sur d'autres départements, il doit y avoir aussi des accompagnements assez similaires qui proposent aussi peut-être des hébergements pour certains. Si je peux compléter sur le 91, concernant les PSA, il y a deux autres dispositifs qui existent. En fait, la différence, c'est souvent en termes de durée de parcours. Exactement, il y a le SRP de Beauvoir et Syrie, Épinay-sur-Seine, et Beauvoir, c'est un ESRP à Évry qui propose aussi des accompagnements TSA, mais pas forcément TND. Après, pour des personnes pour lesquelles il n'y aurait pas forcément besoin d'aménagement spécifique du TND, mais qui auraient besoin de travailler un projet professionnel, les préorientations généralistes peuvent aussi proposer ce type d'accompagnement, et notamment c'est ce que font Acti plus UESAIN avec leur présentation, et notamment ils ont un pôle diagnostic, mais je pense que vous pourrez en parler mieux que moi. Sur Actiplus UESAIN, l'équivalent, mais il y a des similitudes et il y a des différences. Il y a le dispositif Passeport Pro pour les jeunes de 16 à 30 ans, jeunes avec troubles du neurodéveloppement, alors majoritairement avec autisme, mais il y a aussi des personnes avec des troubles 10. Sur des durées différentes, avec un fonctionnement un peu différent. Alors aujourd'hui, comme effectivement il y a peu de dispositifs finalement sur l'Île-de-France, ils ont tendance à être aussi très demandés, et pour le coup sur Actiplus UESAIN, aujourd'hui on a une liste d'attente un peu conséquente. Donc, du coup, on commence à avoir
Odyssée existe depuis 2019 et là il commence à y avoir une liste d'attente assez importante aussi qui peut dépasser les plus de 6 mois et qui va s'ajouter au délai de la MDPH. Après, ça dépend vraiment des périodes et je pense qu'il y a des moments où ça sera différent. Mais c'est sûr que les attentes à ces dispositifs-là, ils vont être assez fréquentes, notamment aussi parce que, je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est des formations qui sont financées, mais aussi rémunérées pour les personnes qu'on accompagne. Donc les personnes vont percevoir une rémunération durant leur accompagnement, qui est de l'ordre, donc je dois toujours une fourchette très large et ça dépend des expériences et de ce que la personne a cotisé dans ses expériences précédentes, mais ça va aller de 700 à 2000 euros. Parce qu'ils ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Statut qu'on retrouve ailleurs dans d'autres types d'établissements, les ESPO, les URO si je ne dis pas de bêtises, aussi. Alors c'est une fourchette, mais avec effectivement, après étude de la situation effectivement de la personne, et il ne faut pas qu'il y ait que la rémunération qui est versée par la région vienne impacter d'autres. Oui, il y a tout un passé, je crois que c'est passé 6 mois où il y a le calcul de l'âge qui est refondé. Après tout ça, il ne faut vraiment pas hésiter à aller vous renseigner auprès des assistantes sociales, et tout ça, ou de la MDPH directement qui auront des réponses sur le volet rémunération et financement. Mais en tout cas, oui, c'est des formations qui sont rémunérées. Je vais passer à la prépa jeune, qui est aussi un dispositif à Soisy et qui, lui, a pour but de co-construire un parcours avec une personne de 16 à 25 ans dans le but de l'accompagner vers une insertion professionnelle en milieu ordinaire. Je précise milieu ordinaire, pourquoi ? Parce que Odyssée, on peut se poser la question. Et dans tous les cas, en prépa jeune, on va se la poser aussi, mais c'est vrai que dès l'entretien de pré-accueil, en prépa jeune, il faut qu'on sente qu'il y a une potentialité milieu ordinaire, sinon l'accompagnement ne va pas être suffisamment adapté. Pour autant, encore une fois, et ça fonctionne pareil avec le pré-accueil, s'il y a des doutes, des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser et à nous les demander. Donc, la prépa jeune, l'objectif, c'est d'avoir un projet d'orientation vers le travail. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure aussi qu'il faut penser au travail quand on va intégrer ce type de dispositif-là, parce que le but et la finalité de la sortie, surtout en prépa jeune, c'est soit une formation, soit un emploi. Et l'idée, c'est d'avoir un accompagnement pour lever les freins à l'emploi en prenant le temps, en pouvant faire des stages successifs, en étant beaucoup en période d'immersion. Il y a un vrai objectif, à l'inverse d'Odyssée, où déjà s'il y a un stage ou une mise en situation professionnelle, souvent c'est déjà bien parce qu'on n'a que 12 semaines pour travailler avec la personne. Là, il y a 1 an, donc le but c'est de faire des stages, de lever les freins, de travailler sur ceci, d'être dans la dynamique de recherche de stage, potentiellement sur la fin du parcours de recherche d'emploi, de rechercher une formation, mais de mobiliser la personne pour son insertion professionnelle sur 1 an. Toute personne qui va bénéficier d'une RQTH et qui va aussi demander la formation via le dossier MDPH, et donc qui aura une orientation précise pour la prépa jeune. Ce format de dispositif existe aussi ailleurs, avec d'autres noms, mais sur un accompagnement des jeunes, on va retrouver aussi d'autres dispositifs qui vont faire. On va exclure potentiellement les personnes qui ont un handicap sensoriel profond. C'est toujours dommage quand on a un ESRP de se dire qu'on va exclure une population. Pour autant, ça va être dans la difficulté de nous qu'on va avoir après à travailler avec les personnes et avoir les professionnels formés. Encore une fois, ça se questionne dès l'entretien et on peut passer à un entretien où si on estime que dans l'entretien, la personne va suffisamment compenser, parce qu'elle lit très bien sur l'élève, parce qu'elle a les appareils aussi, par exemple, on va pouvoir accompagner la personne. Le but étant de vérifier aussi que nous, on va être en capacité d'accompagner la personne. Avec ou sans diplôme, avec ou sans projet défini aussi. Il va y avoir vraiment des personnes pour qui ça va être une suite avec le lycée, parce que ils vont avoir des difficultés à s'insérer, parce qu'ils ne savent pas comment faire, et qu'il y a une situation de handicap qui va impliquer du coup potentiellement plus de difficultés que les autres, mais parfois il n'y a pas de projet, pas de diplôme, et on va être vraiment dans
la personne et relancer la dynamique de projet d'insertion professionnelle. Donc la prépa jeune, c'est un rythme centre et entreprise sous forme de stage. L'idée, c'est que les personnes sont rémunérées chez nous, qu'on va les accompagner pendant globalement 2 à 3 mois à 100% chez nous, et qu'après, elles fassent un maximum de stages et qu'on se serve du retour des stages pour retrouver des axes de travail, des besoins, et donc pouvoir y répondre ensuite pour favoriser l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment une dynamique, beaucoup en milieu professionnel, beaucoup à tester la viabilité du projet, à tester un projet, à écouter les retours des professionnels qui vont accompagner les personnes, à travailler la capacité à être à l'aise à l'oral, parler de sa RQTH, pour pouvoir ensuite s'insérer de manière le plus facile possible. 12 mois maximum, c'est des notifications de 12 mois, donc au bout d'un an, l'accompagnement s'arrête pas totalement et brutalement, dans le sens où on peut être encore là dans le cadre d'un poste suivi pour échanger avec la personne, pour faire du relais avec les partenaires, mais la personne ne viendra plus chez nous toutes les semaines au bout de 1 an. 3 entrées, janvier, avril, septembre, et des entrées globalement de 10 à 12 personnes. Je n'ai pas précisé pour Odyssée, je m'en excuse, mais si vous voulez, vous retrouverez aussi toutes les informations sur les plaquettes qui sont dehors, mais c'est aussi 3 entrées. Il y a une antenne à Étampes, donc une équipe qui est dédiée aussi pour Étampes, et après c'est selon la réception des notifications, puisque pour le coup, pour ceux qui connaissent un petit peu le sud de l'Essonne, c'est un territoire un peu plus éparse que un petit peu, on pourrait dire comme 77, même si je connais pas assez bien 77 pour faire des vrais ponts, mais assez éparse, qui fait qu'il y avait un peu une zone blanche, malgré le fait que dans l'Essonne on ait beaucoup de SRP, il y avait une zone blanche autour de ça, un manque d'accompagnement des jeunes en situation de handicap, et donc il y a une antenne à Étampes qui pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de notifications, est à peu près une entrée par an. Et donc le but, c'est vraiment de travailler au mieux son CV, sa lettre de motivation, de découvrir des entreprises, de pouvoir bénéficier de conseils en images, de faire des missions de bénévolat, parce que l'aspect social dans tout ça est très important, et on peut passer par ça avant de passer par l'emploi des missions de bénévolat, de potentiellement faire de la mise à niveau, qui est très différent de la remise à niveau, mais qui va être juste de remobiliser des acquis, du théâtre et du sport adapté. Les axes forts, ça va être de travailler dans un projet individualisé. Le but, c'est vraiment l'individualisation et les besoins de la personne. Travailler autour de la communication, de l'écoute, de l'autonomie de la personne. Et forcément, il y a un aspect rémunération qui peut servir de levier dans un premier temps, mais qui, dans tous les cas, par nous, ce qu'on va demander à la personne, ne suffira pas à juste faire acte de présence. L'idée, c'est aussi de se servir de la rémunération comme d'un premier pas dans l'entreprise, avec des retards qui vont avoir des conséquences, avec un travail qui doit être fourni constamment et une dynamique qui va être totalement différente de ce qu'on pourrait retrouver dans le processus scolaire. Il y a un petit peu une rupture avec tout ça. Ce sont des formateurs, pas des professeurs. Il y a une posture qui va être différente. Un comportement demandé qui va être différent, et le but c'est d'être vraiment dans une dynamique insertion professionnelle et préparé au monde professionnel, et pas forcément être en formation comme les jeunes auraient pu le connaître à l'école. Y a-t-il des questions sur ce dispositif prépa jeune avant de s'attaquer à la dernière partie, si je puis dire? La première main était derrière. D'accord. Donc moi, en fait, je m'interroge un petit peu sur le circuit. Je comprendrais qu'il faut une notification de la MDPH pour accéder à ces SRP. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut que les parents le demandent. Enfin, il faut que les personnes en fassent la demande. Donc il faut qu'ils en aient connaissance. D'accord. Pour moi, ça nécessite vraiment de bien redémoler. Oui, bien sûr. Mais comme avait dit tout à l'heure la présentation de la MDPH, on fait intervenir un ESRP aussi quand il y a des difficultés à passer par les processus de droit commun. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu pas dur,
dur, mais il y a tout un tas de choses qui est possible et accessible en droit commun qui parfois vont permettre aux personnes de s'insérer. Et nous, on peut être là aussi quand le droit commun n'a pas suffi. Et cette question avec le droit commun, on se la pose assez constamment. Après, c'est sûr qu'il faut avoir connaissance. C'est aussi la raison pour laquelle on parle ici de ce type de dispositif-là. En soi, c'est pas forcément pour faire de la promotion de la pub, mais déjà pour donner de la connaissance que les ESRP existent, qu'ils sont à peu près répartis dans toute la France, et donc peu importe son département, sa région, il y a peut-être un ESRP de secteur auquel, quand il y a une situation de handicap, il ne faut pas hésiter à solliciter les MDPH qui connaissent tout ce processus-là et qui vont savoir si c'est adapté ou pas. Donc il y a vraiment tout ça. Mais oui, il faut y avoir déjà toute la phase diagnostique, conscience de son trouble, acceptation du trouble, elle est déjà bien avant une entrée dans un type de dispositif-là. Mais il n'est pas nécessaire, si je peux ajouter, de faire une demande sur un dispositif précis quand on fait un dossier MDPH. Et il n'est pas nécessaire de connaître du tout ce dispositif, il est bien de décrire la situation de façon fine pour que la MDPH qui connaît ce dispositif oriente vers celui qui sera le plus adapté. Mais la personne va demander à être accompagnée dans l'emploi ou être soutenue dans sa démarche d'emploi, ça va plutôt être ça. Mais pas forcément un dispositif en particulier. Oui, c'est vrai que je me suis mal exprimé, merci de la correction. En effet, après, le connaître et l'avoir identifié, c'est pouvoir déjà se questionner sur si c'est pertinent ou pas en amont, mais bien sûr que c'est plutôt au rôle de la MDPH d'orienter sur ce type de dispositif et qui va avoir la connaissance des différents dispositifs. Dans le plan qui est rédigé, dans la proposition qui est rédigée, effectivement, la MDPH, grâce au service aura effectivement repéré une réponse à un besoin et on fera la proposition. Je vais parler beaucoup plus fort. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, dans le dossier, dans la complétude du dossier MDPH, il est vraiment très important que la personne puisse effectivement décrire ce dont elle a réellement besoin. Et effectivement, après la MDPH, grâce à son évaluation, pourra effectivement faire des propositions et pourquoi pas un ESRP, un établissement et service de réadaptation professionnelle. Et en aucun cas, nous, on a le pouvoir d'orienter nous-mêmes des personnes sur nos propres dispositifs, même si ça nous paraît pertinent. Et on fait toujours un travail de donner de l'information à la MDPH qui va, elle, décider et juger de la pertinence du dispositif. Ça peuvent servir aussi pour nous, les entretiens de pré-accueil, et pour les personnes qu'on va recevoir, sans notification, de se poser ces questions-là et de retracer un peu le parcours et d'imaginer potentiellement quel serait le dispositif le plus adapté. Mais ça reste toujours la MDPH qui évalue la situation et qui oriente. Quand je dis notification précise, c'est juste que c'est important parce que pour que la personne rentre concrètement, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait l'intitulé de la formation sur la notification. Mais après, si vous ne connaissez pas la formation et que vous êtes orienté dessus, vous pouvez très bien contacter le centre et ça fonctionnera très bien aussi. Alors, on avait une question à gauche, peut-être avec un micro. Oui, ma question, du coup, c'est sur l'orientation. Est-ce qu'on va nécessairement passer par la MDPH ? Oui, par contre, il n'y a pas de possibilité de passer outre la MDPH. C'est vraiment, c'est pour ça que j'avais présenté au début la flèche. C'est vraiment la notification MDPH qui peut orienter sur un ESRP. Est-ce que vous pouvez remettre les premiers diapos, s'il vous plaît ? Je crois qu'il y a un des dispositifs où vous disiez qu'il n'y avait pas nécessité. Je crois que c'était le lycée, si je dis pas de bêtises. J'ai du mal exprimé, alors je m'en excuse, mais non, tous les dispositifs sont sous orientation de la MDPH. C'est vraiment très important et c'est pour ça aussi qu'à la fin, nous, on établit une synthèse à la MDPH de notre accompagnement pour pouvoir faire un retour du travail et potentiellement faire un état aussi de ce qui a été fait et ce qui resterait potentiellement à faire. Je précise qu'on adressera à Mme Breton le support consolidé. Je vois déjà personnes qui prennent des photos, donc je pense que... Je ne sais pas où est Mme Breton, je ne la vois pas. Et voilà, mais je...
Elle est sortie. Bon, voilà, on s'assurera que les participants puissent avoir accès au PowerPoint. On poursuit ? Une question, parce que sur les SRP, théoriquement, est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît ? Allez, ramène le micro. Allez, micro. Attends. avoir accès théoriquement à un URSP. Les personnes qui ont la RQTH, les personnes qui ont une RQTH et qui formulent une demande à la MDPH, et c'est la MDPH qui juge si il va y avoir un accès et sous quelle formation. Ouais, mais par exemple, si je suis 10, TDAH et que j'ai 50 ans, est-ce que j'ai accès à l'URSP? Enfin, je dis l'URSP. Le SRP. Alors, ouais. En tout cas, la demande... Ce type La question, elle peut être formulée à la MDPH, et si on est sur des troubles 10 dans le cadre d'une reconversion professionnelle, qu'il y a des difficultés à s'insérer dans le monde du travail, la demande peut être recevable. Mais encore une fois, c'est après vraiment la MDPH qui, elle, estimera si c'est pertinent ou pas de réaliser ce type de dispositif-là. En fait, c'est pour rappeler vraiment que nous, les centres, on travaille avec eux et c'est pas une dépendance forcément toxique, loin de là, mais c'est vraiment que c'est leur travail qui permet aux personnes d'accéder sur nos dispositifs. C'est leur évaluation. Y a-t-il encore des questions? Alors, on poursuit. Donc l'idée un peu, c'était dans cette deuxième partie d'aborder un peu l'intérêt d'une intervention précoce, l'intérêt d'être accompagné dès le plus jeune âge sur différentes thématiques, l'intérêt quand on repère un besoin d'être pris en charge et comment ça va impacter nous dans nos parcours. On va différencier et on pourrait faire la différence entre les personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement, bénéficié d'intervention précoce, bénéficié potentiellement de ce qui va être proposé tout à l'heure comme présentation, les PCO, même si du coup là les adultes qu'on accompagne, c'est techniquement pas possible, parce que ça vient d'être créé, si je dis pas de bêtises. Alors c'est assez récent, mais l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'a apporté les accompagnements au service de l'insertion professionnelle. Et donc, c'est de vous faire un retour d'expérience un petit peu là-dessus. Donc pour partir de ça, comment se poser la question ce matin, je n'ai pas pu forcément partir d'études concrètes sur l'apport d'un accompagnement, quel qu'il soit, sur l'insertion professionnelle. En revanche, on peut quand même déjà transposer un petit peu c'est quoi l'intervention précoce, notamment chez l'adulte. Très rapidement, chez l'adulte, on va parler addictologie, et donc là, l'idée, c'est on va appliquer un petit peu une définition qui est en lien avec l'addictologie à ce que nous, on pourrait retrouver dans nos typologies publiques. Une stratégie de prévention des risques dont l'objectif est de s'adapter et de rendre efficiente l'éducation au risque. Donc ça, c'est l'intervention précoce en addictologie. Peut concerner tout public exposé à des risques ou des limitations. Et donc là, si on transpose à nous notre travail en ESRP, ça va être toute personne qui a pu bénéficier d'un diagnostic, d'un accompagnement durant l'enfance vis-à-vis de ces troubles. Et le risque serait l'échec à l'insertion professionnelle. C'est très large, c'est pas forcément étayé scientifiquement, je m'en excuse. J'aimerais justement, et il y a des personnes qui travaillent pour qu'un jour, ce soit des thématiques qui soient très bien étayées scientifiquement, sur le volet prise en charge des troubles et insertion professionnelle, mais c'est sûr que ça va arriver. Alors, nous, et ça reprend le travail que vont faire les formateurs chargés d'insertion et toute l'équipe en ESRP, l'intervention qu'on va avoir avec les personnes en situation de handicap, c'est de repérer et parler de ces difficultés. On ne va pas forcément toujours s'intéresser au trouble en lui-même. On l'a très bien dit depuis le début de la journée, une personne dyspraxique ne se ressemble pas forcément parce qu'il va y avoir des mises en place, des compensations qu'elle va trouver, qu'elle va adhérer à plus ou moins certains, qui vont faire que sur une même tâche, elle va agir différemment. Et donc ces difficultés vont être différentes. Donc on ne considère pas une personne comme un trouble, mais bien une personne qui peut subir des limitations de par ce trouble, mais qui a aussi sûrement déjà trouvé des stratégies
pour pouvoir compenser ces difficultés. Donc on va vraiment se centrer sur ces difficultés-là. Donc déjà, l'intervention précoce, ça serait de connaître ces difficultés. Et l'autre objectif assez global en ESRP de nos actions, c'est de limiter l'incidence du handicap par une compensation des difficultés au service de l'insertion professionnelle. C'est ce que, en tout cas, moi, je vois dans les séances en remédiation cognitive avec les personnes qu'on va accompagner, c'est de limiter les difficultés au service de l'insertion professionnelle. Donc, si on reprend l'axe un petit peu de repérer et parler de ces difficultés, l'idée, ça sera d'avoir une compréhension de notre part, des équipes qui vont accompagner ces personnes-là, d'avoir une compréhension rapide et efficace du fonctionnement de la personne. Donc, forcément, s'il y a eu des bilans durant l'enfance, s'il y a des bilans d'évolution, s'il y a eu des trajectoires développementales qui sont décrites et des améliorations et des mises en place de stratégies de compensation, ça va être beaucoup plus facile s'il y a des comptes rendus étayés que quand il n'y en a pas. Et malgré le fait et le process qu'on a rappelé d'entrée avant, ça arrive que des personnes soient orientées sans forcément avoir eu de pouvoir nous transmettre de bilan. Parce que la transmission d'informations ne se fait pas forcément facilement, parce que les personnes ont peut-être perdu les bilans, parce qu'elles ne se souviennent plus exactement de qui elles avaient été voir, si elles leur avaient donné un fameux bilan ou pas. Donc, ce qui fait qu'on va devoir reprendre un petit peu, parfois, avec certaines personnes, de où ils en sont dans leurs difficultés. Et donc, c'est un peu le but et l'objectif d'Odyssée. Mais du coup, forcément, ça va impliquer qu'on ne va pas forcément tout de suite pouvoir mettre en place ces aménagements si la personne ne les connaît pas elle-même et ne connaît pas ses difficultés. Il va falloir apprendre à connaître la personne. Ensuite, l'idée, c'est de réévaluer au regard de l'incidence du handicap. Et plus cette réévaluation, elle va être spécifique, plus on va pouvoir mesurer la progression quand on a un point de comparaison A qui est durant l'enfance. Si on n'a pas de point de comparaison et que là on prend juste la photographie de nous, on va devoir beaucoup questionner la personne sur comment elle a réussi à s'en sortir à l'école, dans quelle matière, comment elle a fait, qu'est-ce qui a été plus ou moins facile, difficile. Et donc ça va être très difficile d'entamer une comparaison, et donc on va devoir uniquement se centrer sur ok, aujourd'hui c'est quoi l'incidence de son handicap, c'est quoi l'incidence de sa dyspraxie, est-ce que c'est réaliser des gestes ou en fait maintenant la personne elle peut faire les gestes mais ça va induire une fatigabilité, et dans ces cas-là elle peut être sur des tâches où il va y avoir beaucoup de gestes, c'est juste qu'il va falloir gérer sa fatigue et peut-être varier les tâches pour que à certains moments ça sollicite moins ses difficultés et elle va pouvoir mieux se sentir. Dans ces cas-là, peut-être que si elle veut être serveur, elle peut faire un service. Et comme ça, la pause de l'après-midi, c'est une sieste et elle va pouvoir repartir le soir. C'est des exemples potentiels de personnes pour qui on connaîtrait vraiment bien l'incidence du handicap et on va pouvoir conforter des projets malgré les difficultés annoncées. Et le but, c'est vraiment d'ajuster aussi les aménagements. C'est beaucoup plus facile pour une personne qui, durant sa scolarité, à travailler avec un ordinateur, de se dire qu'elle va travailler avec un ordinateur durant son parcours professionnel et de pouvoir l'utiliser pour compenser ses difficultés. C'est beaucoup plus facile pour une personne, si elle a travaillé avec la dictée vocale, de travailler avec la dictée vocale dans son emploi. Donc ça implique que si les aménagements ils ont été perçus, pratiqués durant la scolarité, ils vont être beaucoup plus faciles à mettre en place en emploi. Et donc, ils vont devoir être ajustés au monde de l'entreprise, parce que, par exemple, si on prend l'aménagement du lecteur-scripteur qui permet la passation des examens, dans une entreprise, c'est très compliqué si on demande à une personne de rédiger si on est seul, autonome sur une tâche. Par contre, si on est en équipe, plutôt sur un volet travail de projet, là, c'est faisable. Mais du coup, c'est une autre typologie de poste qu'il faut aller viser, un autre environnement de travail. Et donc, c'est plus les aménagements ils ont été appliqués durant la scolarité, plus ça va être vraiment facile de les mettre en place. J'ai l'impression que ça fait que de... Je m'en excuse. Et donc, le deuxième objectif, ça va être de limiter l'incidence du handicap. Oui, parce que dans tous les cas, la difficulté, elle est présente. Sinon, entre guillemets, on ne pourrait pas parler de handicap. Mais du coup, il y a tout un tas d'environnements dans lesquels ça va être plus facile de s'adapter, dans lesquels les difficultés ne vont pas être tant présentes que ça. Il y a tout un tas de
métiers où être en difficulté pour écrire ne va pas être si handicapant que ça. L'écrit